Alors, je m'appelle Cécile, je suis responsable des ressources humaines chez Leroy Merlin. Et en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ma vie professionnelle. J'avais d'abord commencé par 2 ans dans une autre entreprise où j'ai commencé ma vie de jeune RH et en fait où on m'a appris à faire des licenciements. C'était la première chose qu'on m'a appris. Et en fait, au bout de 1 an et demi, je voulais déjà plus être RH, mais plus du tout. Donc je commençais à me remettre vraiment en question sur tout ça, à me dire que j'avais pas du tout choisi les bonnes études pendant 5 ans. C'est un peu triste, mais voilà. Et puis en fait, j'ai commencé à chercher aussi ailleurs. Et je suis tombée sur cette entreprise, Leroy Merlin, où j'ai été embauchée comme responsable RH. Et où là, au bout de quelques jours, on m'a dit tiens, il y a vraiment un gros problème avec cette salariée, c'est très compliqué, c'est difficile. Et donc moi, avec mon ancien réflexe, j'ai dit et donc, vous voulez qu'on la sorte? Et on m'a dit mais non Cécile, c'est pas du tout ce qu'on attend de toi. On attend que ça se passe mieux, que tu trouves des solutions pour faire en sorte que justement tout aille bien avec cette salariée et qu'elle revienne parmi nous. Et là, je me suis dit, finalement, je crois que j'aime bien mon métier et c'est ce que je veux faire. Donc en fait, là, c'est plus le témoignage d'une salariée qui est dans une organisation libérée comme ça et qui, même si je suis responsable RH, je suis aussi une salariée de cette organisation. Et vivre au quotidien dans une entreprise comme ça, je peux vous assurer que c'est vraiment du bonheur au travail. Et en fait, s'il y a quelque chose que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est que j'ai l'impression, dans ce type d'entreprise, qu'il y a une exigence qui est bien plus forte. C'est-à-dire que dans l'entreprise où j'étais avant, je ne me sentais pas très reconnue et puis on avait peu d'exigences avec moi. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus avec moi, j'apprends beaucoup plus et je vais beaucoup plus loin. Et c'est ça qui me rend heureuse aussi dans mon travail au quotidien. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur quelques chiffres qui ont été donnés ce soir et qui m'ont beaucoup parlé. Le fait que les leaders ont un impact sur 82% des personnes avec lesquelles ils travaillent. Le fait qu'on se repose aussi beaucoup sur les chefs pour résoudre les problèmes, ça c'est quelque chose que je constate dans l'entreprise où je travaille. Et du coup, il y a un désengagement dans la prise de responsabilité des collaborateurs et aussi une perte d'efficacité énorme. Aussi le fait que, je crois que c'est Frédéric qui disait ça, trop de contrôle amène aussi au désengagement. C'est-à-dire qu'on se refile le bébé de personne en personne. Et au final, le gardien de but ne peut pas grand-chose s'il n'a pas une bonne défense avec lui. Enfin, je retiendrai 2 points. La responsabilité, c'est savoir qu'on peut se tromper. Et c'est important, j'ai l'impression que c'est important pour oser s'engager et oser prendre des responsabilités. C'est savoir qu'on a le droit à l'erreur. Et enfin, le dernier point, c'est au final, on travaille 8 heures par jour avec ses collaborateurs. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée, si on n'apprend pas à les aimer, et c'est dur, quelquefois, d'apprendre à aimer ses collègues, mais si on n'apprend pas à les aimer, c'est aussi une perte d'efficacité énorme. Alors, je suis étudiante à l'EDEC en dernière année. Et donc, ce que je retiendrai de cette soirée ce soir, c'est surtout le fait que le contrôle tue l'initiative, parce que pour avoir été stagiaire pendant 1 an dans une grosse boîte, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Il y a également aussi le fait que je partage l'idée de Frédéric qu'on apprend dans les essais-erreurs. C'est quelque chose que j'ai remarqué tout au long de ma vie. En faisant des erreurs, on apprend même en travail en entreprise. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'était Egoless en rouge. Et parce que quand j'étais dans mon entreprise pendant 1 an, j'ai remarqué que tous les conflits, tout ce qui allait mal, en fait, partait de l'ego des gens qui avaient besoin de s'affirmer. Et donc, ils pourrissaient le travail de l'entreprise. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était la source de tout. Je suis jeune entrepreneur dans le domaine de l'impression 3D. Alors ce que je retiens, c'est être entrepreneur, bousculer les initiatives, des initiatives autonomes, mais entrepreneur, c'est plus l'esprit d'entreprendre, je pense, au sein des organisations, de l'intrapreneuriat, mais aussi à l'extérieur de l'entrepreneuriat. Donc on a besoin d'initiatives, et ce que je retiens ce soir, c'est un peu des chiffres et des lettres. Des chiffres, les mathématiques avec des équations, la happy organization, liberté plus responsabilité égale performance plus bonheur. Et puis aussi, il y a un changement de vocabulaire, je pense, qui n'est pas anodin et qui témoigne d'un changement de culture.
Voilà, et les mots sont vraiment significatifs de la culture. On parle d'espace de liberté pour des clôtures. Je pense que voilà, c'est assez intéressant. On parle de DRH, Chief Happiness Officer, d'apiculteur, cultiver la happy attitude, RH, rendre heureux, ou richesses humaines, on peut aussi dire. Voilà, on disait les cartes de visite, responsable d'eux, etc. Donc oui mais égale non. Et donc voilà, je pense que le vocabulaire est quelque chose de très important et si on n'y fait pas attention, en tout cas, ça peut voilà, nous enfermer. Et voilà, et pour finir, voilà, l'audace a du génie, de la puissance de la magie, commencez dès maintenant. Donc on a un premier lot de questions sur comment on fait la transition entre une entreprise telle qu'elle est aujourd'hui vers une entreprise plus libérée ou vers une entreprise qui accorde plus de confiance à ses collaborateurs. Donc, comment on fait pour baliser le chemin ? Est-ce qu'il y a une méthode pour rendre le rêve plus accessible ? Est-ce qu'on doit forcément passer par un trou d'air pour arriver à quelque chose de satisfaisant ? Et est-ce que l'entreprise, alors ça c'est peut-être plus pour Frédéric, est-ce que l'entreprise accompagne les intrapreneurs en fait ? S'il y a des collaborateurs qui développent des choses, est-ce qu'ils sont accompagnés financièrement aussi dans ce qu'ils développent ? Donc j'attaque pour la dernière question. Oui, je vais partir par la dernière question peut-être. Oui, ben, effectivement, on vient d'avoir un spin-off là. Alors je ne sais pas si on s'y est très bien pris, mais en tout cas on a essayé de faire quelque chose. On verra si ça donne. Mais ça, c'est on a un atavisme aussi sur l'accompagnement. Enfin, bon, mon père, avant nous, était un des membres d'un réseau bien connu ici, le réseau Entreprendre. Donc, il a fait aussi. Donc, on a aussi accompagné des gens déjà depuis cette époque-là. Donc, oui, on le fait naturellement, et c'est bien normal. Pour ce qui est du reste, comment on fait déjà, on le fait, quoi. Il faut y aller. Moi, je veux bien partager toutes les idées, ainsi de suite, mais avec des gens qui ont fait des choses, quoi, qui ont essayé déjà, qui ont lu tous les bouquins, ça sert à rien de réinventer beaucoup de choses aussi. Maintenant, il y a une littérature qui commence à être fournie. On fait des recherches, on essaye, puis on essaye localement, je crois. Déjà, il faut le faire. Après, moi, en ce qui me concerne, moi, le contrôle, ça me tue. Donc, j'ai essayé de construire une organisation qui ne me tue pas. Et à partir de ce moment-là, il faut fabriquer quelque chose, un système qui soit cohérent de bout en bout. Et la cohérence ou l'incohérence, elle se loge souvent dans les symboles. Mais si ce sont des symboles, ils sont des symboles pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Donc, on le fait. 2, on est attentif aux symboles, et surtout ces symboles dont on vous parle. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer les symboles. Il y a beaucoup d'entreprises, et vous regarderez sur le net, toutes celles qui font part de leurs valeurs. Et la confiance est souvent une des premières valeurs dans beaucoup d'entreprises, qui ont par ailleurs des systèmes de rémunération individualisés avec primes et objectifs. Donc, expliquez-moi vous voyez bien qu'il y a un symbole, et la confiance, donc je te fais confiance, donc je pense que tu es responsable, donc tu fais du mieux que tu peux. Alors pourquoi le système de rémunération, c'est bâton-carotte ? Donc c'est des choses comme ça. La confiance, ça s'exprime aussi dans l'équité. Alors pourquoi le chef, il a une place de parking devant la porte ? Pourquoi il y a des voitures de fonction qui, c'est un peu moins vrai ces derniers jours, mais compte tenu de l'augmentation du prix des carburants, bénéficient en permanence d'une augmentation de leurs revenus, alors que les autres n'en ont pas. Et pourtant, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin.
Ouais, il y a tout un tas de choses comme ça qui se logent dans les symboles et qui, à mon sens, sont le socle de la confiance. N'oublions pas que responsables, dirigeants sont payés par ceux qui apportent de la valeur au quotidien, par ceux qui transforment les choses. Donc on est au service des autres. Ça aussi, c'est un symbole. Il faut le dire, il faut le vivre tel quel. Voilà, ça pour moi, en tout cas, c'est ce qui me semble faire partie des choses importantes. Donc, il faut le faire. Attention aux symboles, fabriquer un système cohérent et le modifier en permanence. Parce que les choses ne se font pas forcément de façon homogène, de façon linéaire. Vous avez des progrès incroyables dans une partie de l'entreprise, au moment où une autre est dans une crise absolue parce que les gens n'arrivent plus à se parler, souvent parce qu'en fait, on s'est engagé et on n'a pas tenu. C'est une exigence aussi du dirigeant au quotidien pour accompagner, pour faire en sorte que chacun se sente dans la confiance d'essayer. Aussi les choses, en tant que dirigeant, les conneries, vous les voyez, a priori. Et donc souvent on dit attention, hop, là tu vas prendre le mur. Ouais, mais s'il n'a pas pris le mur, il n'a pas vu quelle sensation ça faisait de prendre le mur. Donc en fait il faut permettre les accidents. Il faut faire attention que ça ne coule pas le bateau, mais il faut permettre les accidents. Voilà ce qui me semble être important. Y aller, le faire comme dit Goethe, et après vous verrez que vous rencontrerez des situations tout à fait positives sur lesquelles vous ne pensiez pas compter. Pouvoir compter, la cohérence d'un système, attention aux symboles et la correction permanente. Voilà. Je rajouterais à ça 2 choses, la sincérité et le courage. Si on veut se lancer dans une démarche de libération d'organisation, si on veut se lancer dans une démarche de bonheur au travail, il faut que ce soit sincère et pas dans un esprit de manipulation ou de mettre un pink bashing, donc vraiment tout repeindre en rose et tout va aller mieux. Il faut que ça parte vraiment d'une démarche sincère et courageuse, parce qu'il va falloir entendre tout ce qui ne va pas. Et ça demande aussi beaucoup de courage. Ça demande qu'on laisse son ego de côté, parce que on a peut-être fait des choses pendant des années qui finalement ne marchent pas, alors qu'on était convaincus de bien faire. Et partez dans une démarche de co-création. Ne réfléchissez pas tout seul dans votre coin. Posez la question à vos collègues, posez la question à vos collaborateurs, à toute personne dans l'organisation de « mais qu'est-ce que l'on veut réellement ?» Je travaille avec une société d'assurance en Belgique qui dit « on va travailler sur l'humain, sur le bonheur au travail, mais on ne peut pas perdre la performance. » Mais on ne sait pas ce qu'on va faire, dites-nous comment faire. Finalement, on a ouvert un concours à projets. Et la date, c'était aujourd'hui. Il y a 26 projets qui sont rentrés dans une société qui, normalement, est dans l'hyper-commande d'un contrôle. Ils sont hyper ravis. Ce n'est que 26 projets, mais c'est énorme. Et ils étaient obligés de travailler dans les projets avec au moins un critère qui allait toucher sur le comportemental, qui allait changer quelque chose dans l'organisation. Et pour le reste, ils pouvaient amener ce qu'ils voulaient. On a le jury la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va sortir. On va prendre 3 pilotes parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. Et on va avancer petit à petit avec les équipes. Mais sincérité et courage. Et il n'y a pas besoin que ça devienne que du top. Ça peut partir aussi plus bas dans l'organisation. Il faut juste à ce moment-là amener les indicateurs sur lesquels vous allez pouvoir mesurer vos progrès pour convaincre le top de vous laisser aller plus loin, puisqu'il ne veut pas vous faire confiance a priori. Allez chercher leur confiance. Il y a une grande thématique qui se détache aussi, c'est comment on embarque les autres. Donc les autres, c'est dirigeants. Donc comment on convainc son supérieur de devenir un dirigeant éclairé comme vous, Monsieur Lippi. Et comment on embarque aussi son équipe en règle générale. Donc est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez donner? Est-ce qu'il y a des workshops à mettre en place, etc. Enfin, on vous écoute. Comment est-ce que j'ai emmené mon équipe? Donc, quand je suis arrivée au ministère en 2009, je leur ai dit, voilà, je viens du secteur privé, et donc on m'avait briefé en fait en disant que le département que je reprenais était un des 3 départements poubelles de l'organisation. Donc, en gros, quand on ne savait pas quoi faire de vous,
très intelligent, on vous proposait d'aller soit au call center pour répondre aux appels du citoyen, ce qui est super quand on ne sait pas quoi faire de vous, vous allez là-bas, ou vous allez à la logistique, ce qui est assez classique, ou aux ressources humaines. Yeah. J'avais donc un département poubelle à gérer. Avec des gens qui entendaient ça. Vous êtes dans un des 3 départements poubelle. C'est super. Ça donne envie. Et donc je leur ai dit, écoutez, et le centre d'appel, par exemple, s'appelait Alcatraz. Vous imaginez le genre de délire, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez, on va peut-être pas faire le Club Med là tout de suite, mais en tout cas, on va devenir, nous, une happy équipe. Et je veux vraiment qu'on cultive le bonheur. Et donc ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Donc c'est vrai que je leur ai raconté un petit peu mon histoire en disant, moi j'ai plus envie d'être malheureuse au travail, et j'ai envie qu'il n'y ait aucun d'entre vous qui soit malheureux au travail. Et je trouve qu'on a le droit, il n'y a pas de loi pour ça, contre ça non plus, mais on a le droit d'être heureux. Et donc, finalement, ensemble, parce que je ne vais pas tout penser à votre place, ensemble, on va se construire notre petit bonheur au travail. Et ça a été des tas de choses. Et donc, les 5 Donne 12 dont je vous ai d'abord parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on les a d'abord testés en équipe. On les a pris pour nous. Et donc tout est revenu. Et à partir du moment où vous posez simplement la question de « mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Il n'y a pas que la liste au Père Noël qui va sortir. Il n'y a pas que des choses complètement stupides et irréalistes et des triplements de salaire avec un bonus que jamais on n'a... Pas du tout. Ça va être beaucoup de petites choses au quotidien qu'il est finalement assez facile de mettre en œuvre. Et puis comment est-ce que j'ai convaincu le comité de direction? J'ai remonté les chiffres. J'ai remonté les indicateurs, tout simplement. Et ça, c'est imparable, totalement imparable. Même dans une administration qui n'entend pas beaucoup parler d'indicateurs. Voilà. Il y a plusieurs dimensions, peut-être, dans ma réponse. Nous, on s'y est pris... évidemment, il n'y a pas de déterminisme dans notre façon de faire. On a appris en marchant. Mais en gros, on a 4 grandes étapes. La première a consisté, avant d'avoir la conscience qu'il fallait que tout le monde soit entrepreneur, à élargir le champ culturel. On a beaucoup travaillé sur l'élargissement du champ culturel de l'ensemble des collaborateurs. Alors, l'idée nous est venue, dans le constat. En 2004, il a fallu qu'on modifie de façon extrêmement profonde la stratégie de production de l'entreprise. Donc on produisait des stocks et on ne pouvait plus soutenir notre BFR, notre besoin en fonds de roulement. Donc on a décidé de fabriquer des commandes uniquement. Et on s'y est pris classiquement avec un cabinet et on parlait technique. Et on a eu des progrès extrêmement rapides, mais pas durables. Parce qu'en fait, on s'y était pris justement par la technique et pas par le champ culturel. Du coup, on a repris tout ce qu'on avait fait, toutes les techniques, on les a reprises par l'ordre de la pédagogie. On a passé tout le monde de façon extrêmement large sur la pédagogie générale. Et quand il y en a des gens qui disent « Ah tiens, mais ça c'est un sujet qui m'intéresse », et bien du coup on investit en profondeur. Mais nous, notre façon de faire, c'est tout le monde à un niveau minimum. Quand on parle de design, tout le monde à un niveau minimum. On prend tout le monde, une demi-journée, on dit voilà, quel est votre imaginaire, souvent mal rempli, sur le design par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des meubles chers, pas confortables, mais esthétiques. Oui, est-ce que ça peut pas être un peu plus compliqué que ça, un peu plus complet? Bon. Et dans le lot, il y en a qui sont intéressés après par la qualité perçue, puis par le design thinking, puis par ainsi de suite. Et donc en fait on investit, tout le monde a le minimum et on investit après. Ça c'est la première chose, l'élargissement du champ culturel. Donc on l'a fait pour les technologies ou les techniques de résolution de problèmes en équipe, tout ce qui est lean management. On l'a fait pour Internet, pour le design, pour la gestion du sommeil, enfin tout un tas de choses comme ça. L'élargissement du champ culturel. La deuxième, c'est le partage de la vision. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Enfin, on peut passer quelques instants. Sur une méthode qu'on a essayé de construire, qui est que chacun, des petits groupes,
qui sont animés par moi ou mon frère, plus un Sherpa, pour que l'on puisse participer. Donc il y a quelqu'un qui anime la journée. Elle commence par une expression individuelle structurée. Chacun doit parler, parce qu'il n'y a pas de groupe tant qu'il n'y a pas d'individu, et l'individu n'existe que quand il s'est exprimé. Donc on a une grosse partie du temps qui est à ça. On débriefe ce qu'on s'est dit, et puis après on travaille la vision commune, et qu'on essaye de diffuser, raffiner au fur et à mesure des cercles, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, puisqu'on a changé le niveau culturel et on change l'objectif, il faut changer aussi les structures et les outils. Et du coup, on diminue le niveau d'encadrement en remplaçant par des plateformes collaboratives. Alors, les plateformes collaboratives, ça n'a rien à voir avec Twitter, Google Apps, sont des systèmes de management visuel imbriqués les uns dans les autres, qui commencent à la journée. C'est un relevé d'un certain nombre d'indicateurs faits par les ouvriers au pied de la machine. Ces indicateurs, c'est QCDMS, qualité, coût, délai, motivation, sécurité. Les ouvriers relèvent les indicateurs, ils sont confrontés avec le management de premier niveau, c'est une confrontation, et on regarde les écarts. S'il y a un écart entre le relevé et la constatation, alors c'est un training. Ça, c'est le niveau 1, à la journée ou au shift. Puis après, on a un niveau 2, puis après, on a un niveau 3 hebdo et un niveau 4 avec les comptes rendus mensuels, enfin les comptes de résultats mensuels et l'ensemble des processus de collaboration. Et donc, du coup, là, on enlève 2 ou 3 strates hiérarchiques. Et tout ça nous amène à trouver puisqu'en fait, quand vous dites, voilà, le directeur n'est plus le directeur, enfin bon, je fais simple. Il faut animer plus que diriger, et donc l'animation ou l'animateur est coopté. Et dans un groupe de problématiques, l'entreprise est organisée en TPE de problématiques homogènes, animée par un animateur coopté. Avec l'intérêt, c'est que s'il n'a pas tout à fait l'intégralité des compétences, il est soutenu par le groupe, et il peut se démettre tout seul, et puis du coup, on coopte quelqu'un d'autre. Donc ça permet aussi de tester ses compétences et de sortir du jeu sans drame. Donc c'est une notion assez intéressante, que j'ai constatée, hein, ça ne savait pas a priori. Donc faire émerger du leadership, et puis après, on en parlait tout à l'heure, le fil, c'est faire émerger des leaders, des entrepreneurs. Alors pour le coup, des entrepreneurs avec mandat social, pourquoi pas, hein, mais c'est ça notre chemin à nous. Alors on a des questions aussi sur la rémunération et les heures, les horaires. Donc sur la rémunération, comment on aligne la construction de la rémunération avec la libération de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des incitations économiques? Et puis est-ce qu'il y a une mesure du temps de travail et la rémunération du coup des heures supplémentaires des collaborateurs qui s'investissent beaucoup? Je vais le faire méga court. Un fonctionnaire, ça n'a pas de bonus. Un fonctionnaire, ça ne négocie pas son salaire. Un fonctionnaire, ça a un barème, point barre. C'est aussi simple que ça. Qu'on soit bon, qu'on soit pas bon. Et puis là-dessus se rajoutent les années d'ancienneté. Donc le salaire, finalement, a quelque part une part minime, parce qu'un fonctionnaire en Belgique est payé à peu près 25% en dessous du marché. 56% dans mon cas quand je suis passée du privé au public, moins 56%. J'étais bien payée, hein, mais ils payent aussi mal. Mais donc voilà, c'est pas dans le salaire en tout cas qu'on va pouvoir aller trouver son épanouissement ou une quelconque reconnaissance. Au niveau des heures, oui, alors là on tombe dans la réglementation, donc toute personne, les 9% qui continuent à pointer, ils pressent 2 minutes de plus, ils auront 2 minutes à récupérer, ils pressent 2 minutes de moins, ils auront 2 minutes à prester en plus. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui ne sont plus soumis à la pointeuse, on rentre sur un cadre juridique qui permet à tout fonctionnaire de récupérer jusqu'à rester assis
pas d'évanouissement, s'il vous plaît, jusqu'à 18 jours de récupération par an, qui sont un gentleman agreement, qui sont vraiment un accord entre le collaborateur, le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique. Quand on a libéré de la pointeuse, quand on est rentré dans ces nouveaux modes managériaux, première année, oui, force est de constater, je ne vous mens pas, qu'on a eu une grosse consommation des 18 jours de récupération. Mais il y a eu aussi énormément d'efforts. On avait 187 personnes qui travaillaient sur le projet de transformation pour pouvoir préparer tout ça, en plus de leur job. Ils n'avaient pas été dégagés de leurs organisations, c'était en plus. Et puis, on est tombé assez vite, après 2 ans et demi, on est tombé en fait à une espèce de moyenne de 6 jours par an, qui sont des jours de récup, et qui se négocient ou qui s'accordent entre bons pères de famille, finalement, entre personnes de bonne compagnie, entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique. Mais sans pointeuse. Et donc, c'est, oui, quand j'avais un collaborateur où je savais qu'ils allaient travailler comme des fous sur un projet pendant 3 soirées, ben oui, je leur disais, ok, prends ton vendredi, et pas du tout prends-le dans la semaine, dans le mois, j'en ai rien à cirer, prends-le quand ça t'arrange. C'est ça qui est important, parce que si on veut pouvoir compter sur l'engagement des personnes, il faut pouvoir être honnête aussi par rapport à ça. Ça, c'était la règle du secteur public. Et ça marche finalement de façon assez similaire, même dans le secteur privé, parfois même dans des boîtes de conseil, où on n'est pas non plus que dans le pressage de citron, où on fait 2 ans dans la boîte et puis c'est une ligne sur le CV, mais on sait qu'on va s'épuiser pendant 2 ans. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Vous arrivez à passer dans les 2 ans, et bien à partir d'un certain moment, oui, il y a une espèce d'accord qui peut se trouver entre la personne et son responsable d'équipe. Et en général, ça passe même avec une discussion en équipe. La question de la rémunération, c'est la question la plus glissante, en fait. En tout cas pour nous, et je crois à beaucoup d'endroits. C'est une question qu'on n'a pas résolue complètement. En tout cas, on est dessus. Ça avance pas forcément à la vitesse qui nous intéresse, mais en tout cas, moi je suis un impatient. Donc je trouve que les choses vont pas assez vite, mais en tout cas, elles sont prises en compte. Alors comment on s'y prend ? Je citerai Isaac, Isaac Getz, je ne sais pas si vous en avez parlé quand il est passé, la rémunération, mais voilà, il nous rappelle que la rémunération a trois composantes. Une composante qui est une composante de job. Quel job tu fais et tu es payé quel prix pour le job. Ça veut dire que, évidemment, ce n'est pas tout le monde au même niveau. Et que, évidemment, si c'est un job, on a un certain nombre de contraintes liées à la compétence, mais on a des contraintes exogènes aussi, de type bassin d'emploi. Qu'est-ce qui se passe dans ton bassin d'emploi ? Et qu'est-ce qui se passe dans ton univers concurrentiel, direct et indirect, du coup. Je prends un exemple. Nous, on est dans une petite... on est en Charente. Donc, dans la métallurgie, il y a nous. On est 250. Et l'employeur d'à côté, il a 3500 personnes. Donc, il n'y a pas la même pression syndicale à la hausse. Et à 300 km de chez nous, on a les entreprises espagnoles dont les salaires ont baissé de 25% en 4 exercices. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est pour un job donné, il y a un tarif, en gros, une grille de salaire, et qui peut évoluer en fonction des contraintes, qui peut ou pas évoluer en fonction d'un certain nombre de contraintes exogènes. Il y a un deuxième morceau qui est la rémunération de l'engagement. Mais comment faire la rémunération de l'engagement si vous dites il n'y a pas de prime individuelle parce qu'on pense que les primes individuelles sont contre-productives. Je suis passé dans beaucoup de boîtes, on était très très primés individuellement, et donc en fait il y avait des gagnants du loto tous les ans. Et ça changeait après, et les gens ils disent mais attends, je comprends pas, moi je vaux beaucoup plus. Bah oui, tu as gagné au loto l'année dernière, donc évidemment tu es un champion du monde, quoi. Tu vaux beaucoup plus. Mais on ne gagne pas au loto tous les ans. Et ça, il faut éviter ça. Donc comment on fait pour rémunérer l'engagement ? Nous, on a essayé depuis quelques exercices, justement un exercice collaboratif
dans lequel les équipes ont déterminé un certain nombre de critères du travailler ensemble. Et on dit, voilà, sur tel critère, c'est souvent, ça va de souvent à jamais. Donc il y a 4 ou 5 critères, et de souvent à jamais. Et on peut s'exprimer sur telle personne ou telle autre en fonction des gens avec qui on a des interactions. Donc on n'est plus dans le système hiérarchique. On a un système mou dans lequel, si je travaille avec toi et avec toi, je vais pouvoir m'exprimer sur tel critère, est-ce que tu le fais toujours ou jamais, ainsi de suite. Et comme en général on a beaucoup d'interactions avec les autres, il y a un certain nombre d'expressions qui fait que les résultats sont lissés. Et on nous a dit, oh là là, c'est pas scientifique votre machin, ça génère des frustrations ou je sais pas quoi. Donc on reprend les listes, on dit, voilà, un tel il est tout en haut. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Ah ben non, il est super. Bon, et un tel, il est tout en bas. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Ah ben non, il dit bonjour à personne. Bon, d'accord, donc on voit bien que même si la mécanique paraît un petit peu surprenante comme ça ne fait pas des résultats délirants. Donc quand on a ces gens-là, on attribue l'enveloppe d'augmentation, et la mécanique est assez simple, c'est-à-dire ceux qui sont en haut, ils prennent une grosse partie, ceux qui sont au milieu, une partie minimum, et ceux qui sont en bas, ils prennent rien. C'est abrasif et ça doit l'être. Et le troisième morceau, c'est le partage de gains. Alors, ça c'est une notion plus complexe, parce qu'il faut en faire. Et vous savez qu'on est dans une époque dans laquelle l'industrie, c'est pas le meilleur endroit de la chaîne de valeur en ce moment. Donc, malgré tout, on met en place des mécanismes d'intéressement. Alors nous, comment on s'y est pris? Je me rappelle d'un World Café, alors imaginez qu'on soit un peu tous comme ça, on a été... on pose une question, il y a un travail, la question est raffinée, puis arrive le moment de comment on traite la motivation, et donc... on confondait la motivation et la rémunération. Donc, nous, on voudrait un 13e mois, ou je sais pas quoi. Donc, j'ai sorti de ma poche un billet de 10 €. Je dis, voilà, pour avoir ça tous dans sa poche, en net, t'as une augmentation de 10 € pour tout le monde, il faut générer pour nous 450 000 € de chiffre d'affaires récurrent. Par an. Récurrent, hein, puisqu'en fait, si c'est 10%, on le retrouvera les années suivantes, donc il faudra générer. Allez-y, travaillez. Il se trouve qu'on n'a pas trouvé de solution évidente. Et à l'issue de ce World Café, on a constitué un groupe de rémunération qui devait travailler sur la rémunération. Comme on avait un accord d'intéressement qui arrivait à terme 6 mois après, on a commencé par ce sujet-là. Et donc j'ai expliqué la 4 affectations des cash flows, en fait les cash flows à quoi ça sert, d'où ça vient, comment ils sont déjà gagés quand on commence l'année avant de les avoir gagnés. On est allé assez loin. Donc j'ai expliqué tout un tas de choses. Ils sont allés voir l'expert comptable, ils ont vu que je ne racontais pas d'histoire. Et ils ont pu définir une formule d'intéressement qui permettait de justifier aussi la rémunération du capital. Alors on est quand même allé assez loin. Elle est toujours en vigueur. J'espère sincèrement qu'elle va pouvoir se déclencher assez rapidement. Donc, c'est un sujet complexe qu'il faut décomposer, qui est glissant, sur lequel on n'a pas tout résolu, et sur lequel aujourd'hui, vraiment, notre grosse partie, c'est la première, c'est la mécanique liée aux grilles de travaux. Hein. Je me rappelle qu'on avait presque autant de fiches de mission que de fiches de fonction que de salariés, donc à un moment donné, il faut raffiner un peu tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir 10, quoi. Donc c'est quand même un peu plus clair. Et donc ce même groupe-là, il travaille maintenant sur la rémunération individuelle, il va essayer de trouver des formules. Moi, je rêve d'une formule qui permette de nous écarter de la NAO. L'augmentation de la masse salariale, pour moi, n'est pas une négo, c'est une mécanique. C'est ma conviction. Soit on fait des gains de productivité, dans ce cas-là, on peut accepter une augmentation de la masse salariale, soit on ne fait pas de gain de productivité, dans ce cas-là, il n'y a pas de négo possible. Point. Donc c'est une mécanique. Donc trouvons l'algorithme de mécanique. Et ça, ce qui permet, si on veut en France le passer dans un accord d'entreprise qui prévaut sur les NAO, en tout cas on passe les NAO assez rapidement, quoi. Voilà.
Et donc du coup, après, on peut imaginer la répartition, une fois qu'on a l'enveloppe, et du coup, on revient dans notre répartition dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est un sujet complexe, long, pas de baguette magique, surtout des essais, et il vaut mieux faire avec les autres, hein, parce que c'est glissant. Chez nous, il n'y a plus de pointeuse, d'ailleurs, tiens. D'accord, un grand merci. Justement, là on voit que c'est un sujet glissant, vous venez d'aborder. Bonjour la caméra. Donc un sujet glissant. On se demandait avec les autres participants quelle avait été votre motivation à la base pour insuffler cette liberté dans votre entreprise. Vous également, vous en avez déjà parlé, mais comment cette motivation vous est venue? Comment vous l'avez gardée aujourd'hui? Quelle est votre motivation à chaque instant? Et aussi, du coup, quels sont peut-être les éléments de démotivation, vos plus grandes difficultés ou ce qui vous a fallu combattre individuellement pour mener cette mission? Comment c'est venu? Après une semaine, je me suis dit, j'y retourne pas. C'était aussi clair que ça. Je me suis dit, on est vendredi, je suis pas sûre d'être encore là lundi, donc est-ce que je laisse mon casier ouvert ou est-ce que je change? Et je me suis dit, mais j'ai quand même tellement fait traîner ce processus de recrutement que c'est pas honnête. Et donc j'ai pris un engagement, donc je l'assume. Donc je vais revenir lundi, mais je vais pas revenir et je fais pas une deuxième semaine comme ça avec quelqu'un de mon organisation qui m'amène sur un chariot les signataires que je dois signer et qui m'appelle Madame la directrice, et ça va pas être possible. Et donc les donnes douces sont arrivées vraiment très très vite. C'était juste une question de survie. C'était ma façon pour moi de respecter mes engagements. Comment on a maintenu? En co-créant beaucoup, tout le temps, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment fantastiques et puis ils avaient plein d'idées que moi j'avais pas, et l'un entraînait l'autre, et donc un grand esprit d'intrapreneuriat qui est monté même chez des fonctionnaires, où ils venaient en fait avec des suggestions qui m'apportaient en fait les argumentaires pour aller les vendre au comité de direction ou en cabinet ministériel pour qu'on puisse faire des choses encore plus folles. Et comment j'ai maintenu ça? Je suis partie. Non, effectivement, je suis partie, mais je ne suis pas remplacée. Donc, il y a un ministère en Belgique qui tourne sans DRH nommé, et l'équipe est en autogestion jusque fin 2015, parce qu'on a co-construit la stratégie et le planning de réalisation ensemble depuis 2012. J'ai quitté en octobre 2013, et je ne suis pas remplacée jusque fin 2015. Voilà, l'équipe est mature, il n'y avait personne qui voulait mon job directement, et mes bras droits m'ont dit, écoute, oui, ça nous semble faisable, si on peut encore t'appeler de temps en temps, si on peut rester en contact, et je prends des nouvelles et on s'échange des messages, ou je passe par là et on se voit. Mais voilà. Et moi, ça continue finalement à me motiver, parce que j'ai pas envie que l'équipe se plante, même si j'y suis plus. Je trouve que j'ai cette responsabilité d'avoir été vendre au comité de direction et en cabinet. Ne me remplacez pas. Si vous me remplacez, finalement, vous allez démotiver l'équipe qui se sent capable de pouvoir fonctionner toute seule. Donnez-leur une chance. Vous avez fait la folie de m'engager à un moment donné, il faut l'assumer même quand je suis plus là. Voilà. En ce qui me concerne, je vous ai dit tout à l'heure que moi, le contrôle me tue. Je crois que mon rêve, c'est le banc de poissons. C'est une entreprise organisée comme un banc de poissons, ou un système organisé comme un banc de poissons. Le banc de poissons, je trouve que c'est formidable. Si vous avez déjà vu les bancs de poissons serrés, là, ils ont des façons de bifurquer, de se regrouper, de changer de forme en permanence. Et pour paraphraser Zobrist, il me dit, on veut construire des entreprises pures et dures alors que le monde est mou et flou. Et ça, je crois que c'était une intime conviction assez tôt. Donc le banc de poissons, alors est-ce qu'il y a des naturalistes, des biologistes ici, donc je ne serais peut-être pas contredit tout à fait tout de suite. Il semble que les bancs de poissons fonctionnent avec très peu de règles, dont en tout cas 3 principales, c'est que chacun est habilité à suivre la nourriture, que chacun gère l'équidistance permanente avec les autres congénères, et que quand il y a un problème au bord du banc,
on pousse le banc vers l'intérieur pour activer la deuxième règle, et du coup la première se réactive quand le danger est passé. Et je trouve que c'est un parallèle formidable avec l'entreprise, dans une entreprise dans laquelle on est tous entrepreneurs. La première, suivre la bouffe, c'est quoi? C'est être en capacité de modifier le modèle économique de l'entreprise. Le deuxième, c'est l'équidistance, c'est une question d'équité. Donc on a dû en parler, egoless management, bon. Moi je crois à ça. Je crois à ça. Le troisième, qui est quand il y a un problème, tu pousses le banc. Pour moi, je crois aussi au leadership situationnel. Le chef n'est pas au bord du problème en permanence. C'est chacun de nous. Dans notre quotidien, on touche les problèmes. Et donc à nous de mobiliser les compétences nécessaires au quotidien pour résoudre nos problèmes à nous, au profit des autres, mais à notre profit aussi. Et moi, ça c'est mon rêve. Alors quand on s'est engagé dans cette aventure avec mon frangin, Laurence n'avait pas écrit son livre encore. Je crois qu'Isaac Getz non plus. Et que je les avais pas rencontrés et que Zobrist n'était pas encore terriblement connu. Mais on a eu cette conviction qu'il fallait qu'on rende l'entreprise contemporaine, et que la rendre contemporaine, c'est que chacun puisse s'exprimer. C'est qu'en fait, on se dépossède. Moi, la particularité, c'est que moi, mon nom de famille, il est inscrit sur le fronton, et dès que je vais au bureau, je ne suis happé que par une chose, c'est cette entreprise m'appartient. Eh bien, je crois que l'entreprise ne m'appartient pas. Je suis propriétaire des titres et éventuellement de la marque patrimoniale, patronymique. Mais l'entreprise, elle appartient à ses parties prenantes, donc en premier lieu à celles et ceux qui passent 8 heures dedans. Donc, moi, j'ai fait le travail de me désapproprier l'entreprise pour que chacun puisse se l'approprier. Mais ça ne vient pas comme ça, hein. Ça vient en marchant, si vous voulez. Alors, on a une question sur comment on fait quand on a une personne qui joue pas le jeu. Une personne des leaders ou du middle management qui rentre pas dans la démarche ou qui est hors jeu. Et puis aussi, vos présentations ont séduit. Donc il y a des questions sur les critères de recrutement. Comment on fait pour rentrer chez vous? Et aussi, est-ce que les Français sont pris au ministère de la Sécu en Belgique? Voilà. Faut habiter en Belgique. Et puis, est-ce que ce sont des démarches qui créent de l'emploi dans vos entreprises? Et puis au ministère? Est-ce que ça crée de l'emploi? Non, parce qu'on est contraint à des budgets gouvernementaux qui sont en diminution chaque année. Donc on doit juste essayer de gérer au mieux l'argent du citoyen et du service qu'on rend. Mais par contre, effectivement, comme je vous le disais, c'est plus 500% de candidatures spontanées d'affilée chaque année pendant 4 ans. Donc c'est juste ingérable. Donc oui, ça a l'air d'attirer énormément de monde. J'ai oublié les premières questions, je suis fatiguée. Comment on fait quand on a un leader toxique? Un leader toxique, alors, ça dépend à quel niveau vous vous trouvez par rapport à ce leader. S'il est au même niveau que vous, fondamentalement, c'est peut-être déjà adresser la chose avec lui. Si ça ne va pas avec lui, c'est ce qu'on appelle le management social. Donc vous redescendez en fait le niveau de responsabilité managériale et de contrôle au niveau de chacun des collègues, puisqu'on travaille beaucoup en équipe. Si ça ne fonctionne pas, on passe au niveau supérieur, qui est celui du chef, et qui doit normalement, à un moment donné, trancher par rapport à des comportements qui sont discutés en équipe. Et là, il faut en appeler à la responsabilité, et quand ça coince au niveau du manager, eh bien, c'est incroyable. Mais à ce moment-là, on se rend compte de la grande nécessité d'un département qui s'appelle celui des ressources humaines, de rendre heureux, et on interagit souvent comme garant, ou si ce n'est pas nous, ce sont les syndicats. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer d'expliquer à cette personne qui est toxique, finalement, qu'elle soit manager ou pas, ce que son comportement crée chez nous comme frustration, comme difficulté, comme peur, comme méfiance et donc comme perte de productivité. Essayer d'en appeler à la raison. Et c'est vrai qu'il est souvent, ces personnes n'ont pas spécialement envie d'entendre ça, donc il faut repasser à un niveau supérieur et demander un management cohérent. Vous voudrez bien m'aider, je n'ai pas tout retenu,
Non, mais celle-ci, je vais y revenir à la fin. Mais je voudrais revenir sur une des citations que j'ai vues ce matin, parce que vraisemblablement, il faut que chacun trouve sa voie. Il y avait tout à l'heure une citation ici de Zobrist qui dit un leader libérateur ne doit jamais laisser personne sur le chemin. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et il y a Jack Welch qui nous dit faites une matrice valeur-résultat, et il n'y a qu'une seule case dans laquelle on éjecte sans ménagement, qui est les valeurs. Donc dont acte. Donc vous mettez le curseur où vous voulez le mettre. Si vous pensez que c'est sauvable, vous tentez tout pour sauver. Et si vous pensez que c'est pas sauvable, vous résolvez le problème comme n'importe où, dehors. Voilà. La deuxième question, c'était... Sur les critères de recrutement et est-ce que ça crée de l'emploi ? Alors, les critères de recrutement, moi j'en ai aucune idée. Si ce n'est que la façon de faire, c'est que en fait chez nous, on prend très à cœur l'accueil de nouveaux collaborateurs. Donc, on passe des annonces comme tout le monde. Alors, je me bats pour que les annonces ne soient pas enjolivées, type vous avez envie de nouveaux challenges, tout ça. Je pense que c'est du flan. Moi, je suis plutôt sur vous avez envie de renouveler des nouveaux challenges. Bon, ça me parle pas, moi. Moi, je suis sur celle de comment il s'appelle, cet explorateur. Je ne connais que lui. Bon, bref. Non, oh non, du début du siècle, qui sont allés découvrir l'Antarctique. Pardon ? Bon, peu importe. Enfin bon, il avait expliqué, en gros, son annonce, c'était froid intense, retour pas certain, de longs mois de nuit, reconnaissance en cas de succès. Ouais, il a eu 5000 candidats quand même. Il est recruté 25 au début du siècle à Londres. En l'occurrence, c'est une parenthèse. En l'occurrence, donc les équipes tiennent à cœur les recrutements. Donc en fait, en fonction des jobs, elles se mettent à plusieurs, donc des binômes en général, et on fait 3 ou 4 ou 5 entretiens avec des mises en situation quasi systématiques, plus débrief, et en gros, lui il va se plaire chez nous, lui il va pas se plaire chez nous. Mais tout ça n'est pas subjectif, hein. Enfin, ça reste objectif avec des critères, parce qu'on est aussi soumis à la législation comme toutes les boîtes. Voilà, donc pas de discrimination. Mais c'est clair qu'en fait, le comportement, le savoir-être commence à prendre le pas sur le savoir-faire. Le savoir-faire, l'entreprise peut l'apprendre aux collaborateurs. Le savoir-être, c'est franchement plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps. Et donc, avoir une bonne adéquation entre les valeurs de la personne et les valeurs de l'entreprise, dans ces entreprises libérées, dans nos entreprises qui mettons l'humain au cœur de nos préoccupations, et c'est primordial parce qu'on va construire un projet commun. Et donc, c'est pas loin d'un mariage ou c'est pas loin d'une union à un moment donné, d'essayer de faire le meilleur ensemble, mais il faut qu'on puisse s'entendre ensemble. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On vous applaudit.